Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Donc bienvenue, je vais d'abord vous poser une petite question qui est: c'est quoi cette filière mode, textile, luxe, sport? Quels sont ses enjeux en fait? De quoi elle a besoin? Et comment on peut trouver des pistes pour la faire avancer? Emeline. Allez, bonjour à chacune et chacun. Merci d'être venus dans ce lieu. Et je le dis, les dirigeantes de ce lieu sont engagées dans la Convention des entreprises pour le climat à l'échelle territoriale. Et je trouve ça bien, efficace et intéressant que vous ayez choisi ce lieu-là, un lieu qui partage les valeurs a priori des hommes et des femmes et des organisations qui sont là. C'est, comme tu l'as dit Annick, on est dans un moment où il faut voir les hommes et les femmes qui font, les hommes et les femmes qui transforment, et coopérer plus et mieux ensemble. C'est comme ça qu'on arrivera à embarquer encore plus de monde. La filière textile, vous êtes sur donc, le bassin de Villionnet. Alors moi, je ne me suis pas levée très tôt, je suis la locale de l'étape, hein, donc ça va, tout va bien. On a fait le choix, vous êtes ici sur le territoire où une collectivité a des responsabilités. Donc moi, je suis côté métropole de Lyon, où on a fait le choix de dire la filière textile, c'est une filière stratégique. Alors tout le monde l'a en tête, a priori, à Lyon, on pense la soie, les canuts, etc. Donc il y a un sujet de patrimoine, de savoir-faire, voilà. Mais il y a aussi et surtout, et la plupart des gens qui sont dans la salle, vous le représentez, et puis Grégory aussi, il y a aussi et surtout beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes en reconversion professionnelle qui décident d'entreprendre dans cette filière-là parce que ça répond à un besoin du quotidien, qu'on se situe soit, comme tu l'as dit, plutôt dans le sujet sport-loisir, soit hyper technique, soit dans les sujets du quotidien, que ce soit les vêtements professionnels ou les vêtements de tout un chacun, puisque comme je le dis souvent, on est dans une société où on a encore des codes sociaux et on ne vit pas nu malgré les fortes hausses de température. Donc, on pourrait envisager d'être dans l'hyper-sobriété, mais il se trouve qu'on a des codes sociaux, donc voilà. Donc quand en juillet 2020, Bruno Bernard et son équipe, on est arrivés en responsabilité, on a dit le textile c'est important et du coup on va s'organiser parce que ta question c'est quoi les enjeux, en tout cas moi je globalise en la filière textile, il y a un enjeu évident de ressources, maintenant il n'y a plus besoin de le dire, le sujet eau, le sujet énergie, mais aussi et surtout le sujet matière et matériaux, donc le sujet de la circularité. Je suis extrêmement contente d'avoir des acteurs qui travaillent ces sujets-là. Après, il y a un sujet qui est commun à tous les acteurs productifs, tous les industriels, qui est plutôt la question de la souveraineté, de l'éthique, de l'équité, de la responsabilité. C'est de se dire, voilà, comment nous, territoire, on prend notre part pour maintenir et développer les activités productives ici et maintenant avec des normes sociales et des normes environnementales qui font que les hommes, les femmes, les organisations, le vivant, tout est préservé. Et on sait à quel point on est dans un capitalisme mondialisé et que le textile a fait partie des premières industries qui sont parties à l'autre bout du monde et qui ont explosé leur chaîne de valeur. Donc, moi, je suis engagée modestement et humblement avec Bruno Bernard pour maintenir les acteurs sur le territoire, les accompagner dans leur croissance, c'est le cas de Grégory, mais de plein d'autres. Et dernier sujet, on a un sujet justement de permettre aux hommes et aux femmes et aux organisations, on est encore dans ce moment-là, de se tester, d'expérimenter, de faire des preuves de concept pour derrière massifier. Et il se trouve que je suis en charge de l'économie ici, mais aussi en charge des achats publics. Et
on a fait le choix collectivement de dire les achats publics, donc ça répond aux besoins de nos salariés et puis des habitantes et habitants, mais quand on parle textile, c'est plutôt les besoins des salariés, des agents de nos organisations. Et on utilise ce levier de l'achat public pour envoyer des signaux aux entreprises du territoire large, c'est plutôt du territoire régional, pour dire voilà, nous on va acheter en économie de la fonctionnalité, donc de la location, on va acheter du réparable, du transformable, on va aussi acheter du remanufacturé, reconditionné. C'est pas forcément évident parce qu'on a des acheteuses et des acheteurs qui disent Emeline, t'es gentille mais ça coûte plus cher, t'es gentille mais il n'y a pas de stock. Voilà. On teste des outils que vous allez partager là pendant les 2 jours. On teste Ecobalise. Enfin voilà. Donc le message c'est il y a des enjeux. On prend notre part et j'aime bien ce que tu as dit Annick, en fait, si vous êtes venu ici, c'est pour sourcer, vous ressourcer, vous remobiliser si vous en aviez besoin. On a terrible, je dis on en tant que personne engagée pour un territoire, mais au nom de mes autres collègues engagés sur leur territoire, on a vraiment besoin de plus et mieux valoriser celles et ceux qui font, parce qu'on est beaucoup dans un moment de plaidoyer, et on a besoin de valoriser celles et ceux qui font pour la filière textile en Europe, en France et sur notre territoire. Comme ça, Grégory, il peut... Alors Grégory, chez Bolduc, vous faites beaucoup de choses, à la fois dans votre groupe et aussi vous êtes engagé dans votre filière régionalement. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire comment tu vois les enjeux de cette filière ? Bien sûr. Alors déjà, je vous remercie de me recevoir. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, chez Bolduc, nous, notre raison d'être, c'est de concevoir, de fabriquer et de distribuer des solutions destinées à la santé, au bien vieillir et au bien-être. Donc ça se traduit, alors tout ça en prenant en compte des enjeux qui pour nous sont importants, des enjeux déjà climatiques. On le fait tout ça au maximum dans la mesure du possible avec le respect de l'environnement. Des enjeux qui sont sociaux, parce que nous, on prône le bien-être au travail de nos collaborateurs et ça reste une clé de voûte de notre organisation. Et des enjeux sociétaux, alors en mettant en avant une démarche inclusive et de diversité. Donc ça se traduit comment, nous, en 2 mots, nos marchés, c'est ceux de la blanchisserie industrielle, on transporte du linge, donc pour les hôpitaux, donc quand je parlais de santé, je parle de ça, mais aussi pour les loueurs de linge et les blanchisseurs privés qui eux-mêmes ont comme clients les hôtels, les restaurants, tout ce qui tourne autour du tourisme. Donc là, c'est le bien-être aussi. Et puis, on a une marque de vêtements qui s'appelle Facile Enfile, qui fait des vêtements faciles à enfiler pour les personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Des vêtements qui sont brevetés au niveau européen et qui permettent un enfilage facile en évitant toute manipulation douloureuse, qui nous font enfiler, ont l'apparence de vêtements tout à fait classiques. Donc là, on est vraiment sur le bien vieillir et sur la dignité des personnes. Et puis enfin, on a aussi un domaine dans le sport. On a créé une marque blanche pour différents sports où là, on a voulu axer notre démarche sur des matières qui sont 100% recyclées ou biosourcées, et puis surtout avec un circuit ultra court, puisque l'idée c'est de tout fabriquer en France et surtout sur un même lieu à Dardy dans notre usine, puisqu'on fait la coupe, l'impression numérique, la sublimation et la confection, tout ça dans une seule usine, ce qui permet de limiter au maximum notre empreinte carbone. Et donc voilà comment chez Bolduc on travaille et comment on se différencie en matière d'industrie textile. Alors après, au niveau des enjeux, moi je voudrais déjà parler un petit peu des forces de l'industrie textile en région Aura, dans la métro et plus largement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc déjà notre histoire, alors, effectivement il y a un grand passé sur la partie des soirées, mais on reste quand même dans la région Aura la première région française en termes d'industrie textile, en nombre d'emplois, puisqu'on a plus de 20 000 emplois destinés à l'industrie du textile, en nombre d'entreprises aussi, parce qu'on a plus de 650 entreprises dans la région qui sont destinées au textile. Et tout ça grâce à quoi ? Un petit peu grâce à nos forces, la maîtrise de l'amont et de l'aval, puisque on a encore des filateurs. Ça se fait de plus en plus rare, mais ça revient petit à petit quand même. On a des tricoteurs, on a des tisseurs, on a des ennoblisseurs. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi grâce à un collectif qui est fort. Alors déjà, de par l'investissement de la région, de la métropole, et des organismes qui tournent autour,
comme Unitex, qui est le syndicat des industries textiles, qui est très engagé, très impliqué, qui permet une bonne attractivité des clients en mettant en exergue et en avant nos savoir-faire. Et puis Tecterra, qui est le seul et unique pôle de compétitivité dédié à l'ensemble de la filière textile, qui a accompagné 257 projets avec une enveloppe de 650 millions, et des projets qui sont tous collaboratifs en recherche et développement. Et je pense que c'est ces forces qui nous permettent aussi d'avancer et de répondre aux enjeux. Parce que c'est vrai que ces 20 dernières années, on a constaté un ralentissement de tout ce qui tourne autour de l'habillement et plus largement du prêt-à-porter. Mais ça ne veut pas dire que l'industrie textile est morte pour autant, puisqu'il y a quand même les textiles techniques qui, eux, n'ont cessé de se développer. Pareil pour les textiles médicaux, le luxe toujours, évidemment, et puis l'habillement fonctionnel, que ce soit dans le sport, comme j'en ai parlé, ou pour les personnes âgées, ou d'autres types d'habillement, ça peut être du vêtement de travail, en tout cas, vraiment avec une partie fonctionnelle. Et puis, en 2020, juste avant que vous passiez, on a tous connu le Covid, on a tous connu la pénurie de masques, et on s'est rendu compte en fait de la perte de la souveraineté, parce que simplement on n'avait plus de confectionneurs en France, ou en tout cas très peu, et du coup on s'est retrouvé bloqué par rapport à ça, et ça donne des idées, et ça donne envie à des entrepreneurs, à des nouvelles marques, à des entreprises déjà existantes de se relancer dans la confection, et je pense que ça bouge beaucoup en région Aura, et c'est important de le souligner. Après, au niveau des enjeux, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de maîtriser et d'accroître la formation. On est en manque de formation, on est en manque de savoir-faire, on a perdu des formations. Alors il y a encore, et heureusement, des organismes de formation, mais il y a quand même des savoir-faire qui ont été perdus. Je pense qu'il faut qu'on accélère la souveraineté industrielle avec de nouveau la maîtrise de l'assemblage et de la confection, comme j'en ai parlé, et de promouvoir l'économie circulaire au sens large. Accompagner la R&D sur le sourcing de matières qui sont biosourcées ou qui sont recyclées, et des procédés qui sont durables avec un faible impact environnemental. Ça semble évident pour nous. Et également le développement de matières qui sont bas carbone, intelligents, qui permettent des nouveaux procédés de fabrication. Et puis la digitalisation, ça reste au centre de tout développement quand on parle d'une industrie. Et ces thèmes, ils sont abordés chez Unitex et chez Tecterra, ils sont largement mis en avant. Donc je pense que c'est l'importance des enjeux de demain dans l'industrie textile. Alors, moi j'ai une question justement sur ces métiers. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qu'on voit arriver ? Par exemple, toute la filière circulaire va se mettre en place. Peut-être qu'il va falloir aussi élargir les types de formation. Il y a des associations aussi qui interviennent dans cette filière. Il y a toutes les entreprises de l'ESS qui sont sur la collecte ou sur le tri. Comment arriver à faire suffisamment collectif pour mettre tout le monde ensemble sur le même chemin ? Et puis comment penser à créer toutes ces nouvelles formations pour tous ces nouveaux métiers, qui certains d'ailleurs permettent de l'inclusion. Voilà. Comment vous voyez ça ? Quels nouveaux métiers vous voyez se profiler ? Et qu'est-ce qu'il faut pour former davantage de monde ? Parce qu'on entend sans cesse des entreprises de confection qui disent « mais il me faut des gens, il me faut des gens ». Comment on fait dans la région ? Je vais répondre sur le deuxième aspect qui est comment on fait collectif avec les structures d'insertion par l'activité économique qu'on connaît tous en tant qu'habitants, qui assurent une partie de la collecte de nos vêtements du quotidien, voilà, et qui ont besoin, elles aussi, de traçabilité et qui ont une redevabilité envers les habitantes et habitants, c'est-à-dire, donc ici par exemple, il y a un gros centre de tri à Dessines où arrivent la plupart des vêtements collectés sur espace public, mais finalement, ces vêtements collectés, ils ne sont pas remis dans un circuit à l'échelle régionale ou française. Or, on a besoin, pour caricaturer, donc je ne suis pas une professionnelle du textile, de fil. Et d'un autre côté, par ailleurs, donc comme vous le savez, les structures d'insertion par l'activité économique, le principe c'est quand même de permettre à des hommes et des femmes qui ont eu des parcours personnels ou professionnels extrêmement compliqués de remettre un pied dans la vie active. Donc c'est notre responsabilité collective de permettre à chacune et chacun de se redécouvrir dans un parcours de vie professionnelle. Donc bien entendu que toutes les structures d'insertion
d'insertion par l'activité économique doivent pouvoir continuer à prospérer et rendre des services utiles au quotidien. Et dans le même temps, il faut qu'elles se connectent aux acteurs, à d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'autres acteurs de l'économie pour mettre en place ces circuits en fait de reprise matière, de tri. Donc dans les nouveaux métiers, il y a quand même il y a de la digitalisation, il y a un test là qui est fait à Amplepuis. On a des machines qui testent, qui trient par couleur et par type de matière. Ceci étant dit, on a besoin d'avoir des opérateurs et des opératrices qui sont capables accessoirement de maintenir ces machines et d'assurer leur bon fonctionnement au quotidien. Ça, c'est au moins, il y a un petit sujet quand même sur la maintenance industrielle. Donc on a besoin que ces acteurs de l'ESS parlent le même langage avec d'autres acteurs. Ils ne se connaissent pas forcément. Je vais citer Tissage de Charlieu qui fait ce gros travail de médiation avec l'ensemble des acteurs. On s'est vu plusieurs fois à la métropole. Donc il faut créer les bases de la coopération, c'est-à-dire se connaître, se reconnaître, nourrir la confiance, se mettre autour de la table et se dire avec les territoires, oui, on a un enjeu de circularité, et cet enjeu de circularité, il se passe ici et maintenant, on a besoin de machines, on a besoin de digits, mais on a aussi besoin que les tonnages arrivent au bon endroit, et ensuite d'avoir une reprise, et donc que les acteurs locaux et publics, les HCL, la métropole de Lyon, les communes et tout, s'engagent à acheter aussi ce fil. Voilà. Et je pense que c'est important d'entendre, en tout cas qu'un acteur public entende cette nécessité de faciliter la coopération. Et pour le coup, on le fait jamais suffisamment vite, mais on le fait et je le redis parce qu'il y a vraiment le modèle économique des structures d'insertion par l'activité économique, il est calé sur le tonnage qu'ils reçoivent et pas encore sur la circularité, et donc on a la nécessité de cheminer ensemble, vraiment. Après, je termine parce que Grégory, il a plein de trucs à dire sur les nouveaux métiers, mais il y a, je pense aux réparables, je crois qu'ils sont là. Donc, on est loin de la structuration globale de la grosse filière circulaire, mais dans le quotidien, on est toutes et tous concernés par des petits sujets de petites réparations, en particulier quand on a la chance d'habiter en cœur de ville. Je trouve que c'est nécessaire et vital de permettre à ces organisations d'être dans les bons linéaires commerciaux, pour être très très clair. Et là, c'est pareil, c'est à la sphère publique de s'engager pour permettre aux habitantes et habitants d'avoir accès à ce service facilement, plutôt que d'être au fin fond d'une zone industrielle ou au fin fond d'une zone d'activité commerciale où finalement n'iront que les militantes et militants de la cause. Là, on est dans un sujet de massification. Je vous le dis parce que vous pouvez vous permettre d'interpeller vos élus locaux en disant, bah voilà, nous on veut des mètres carrés dans la zone centre, quoi. Ça c'est normal. Et ça permet aussi de passer le message au grand public de non mais c'est vraiment possible. Il n'y a pas que la conso de seconde main, sans les citer, sur Internet qui a un certain impact environnemental. Mais je te laisse sur les besoins en formation et en structuration. Oui, donc avant de parler des nouveaux métiers, effectivement, il y a des besoins en formation, en structuration, une bonne articulation du travail collectif. Et Fashion Green Hub en est quand même une bonne image. Les pouvoirs publics le sont également. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, la région aide quand même à la réindustrialisation du textile en Aura. La métro également, c'est quand même pas commun de pouvoir échanger avec les acheteurs de la métro pour pouvoir leur expliquer comment ils peuvent aussi rédiger leur cahier des charges sur certains produits de manière à mettre en exergue et pourquoi pas à favoriser des fabricants locaux, parce que c'est interdit de l'écrire ça dans les cahiers des charges, mais en parlant technique, en parlant technicité, en parlant savoir-faire, on y arrive et c'est quand même agréable de pouvoir le faire. C'est pour nous une nouveauté depuis que Boldoduc travaille sur les marchés publics depuis les années 90. C'est la première fois où vraiment ça peut se faire. Les accompagnateurs sont toujours présents, j'en ai parlé rapidement, mais Unitex, Tectera, c'est ceux-là aussi qui nous permettent un travail collectif, une mise en avant de l'image du textile qui a besoin d'être redorée, j'en reparlerai juste après, et le travail avec les organismes de formation, même si je l'ai dit, il n'y en a plus beaucoup, il y a des métiers dans lesquels on est moins formé. C'est important quand même que les entreprises restent proches des formations. Vous formez vous-même. Alors oui, parce que effectivement, vu de mes yeux il n'y a pas longtemps. Alors on forme, on est accompagné aussi par d'autres organismes, donc en l'occurrence
Maya Campus met en place des organismes, enfin des programmes de formation financés par la région. C'est pour ça que je répète souvent que on est soutenu quand même par les pouvoirs publics et c'est important. Et du coup, voilà, nous, pour donner l'exemple, c'était pas forcément l'idée, mais chez Boldeduc, on a aussi transformé notre atelier de confection en tiers-lieu. On a mis à disposition notre atelier à Maya Campus, qui a formé une dizaine de personnes sur le métier de la confection. Et là, les personnes ont travaillé sur des produits qui sont pas du tout les nôtres. Et ils ont utilisé nos machines à coudre, notre outil industriel. Et à la fin, ces 10 personnes, c'était toutes des personnes soit demandeurs d'emploi, soit en insertion. Et elles ont toutes dit, OK, on veut se reconvertir et on veut rester dans le textile. Ce qui fait que derrière, nous, on a embauché les 10. Et du coup, on a fait une formation chez nous. Donc, c'était une formation interne, efficace et menée par Maya Campus. Mais il y en a d'autres, voilà, il y a Subdemode, S-Mode. Pour moi, c'est important de les citer parce qu'ils forment vraiment les talents de demain. Il y en a un certain nombre dans cette salle. D'ailleurs, on a invité un certain nombre d'étudiants d'école aussi à venir assister cette année à cet événement. Et c'est important que vous soyez là, effectivement. Je pense qu'Unitex aussi a beaucoup travaillé dans ce sens-là pour redorer cette image du textile avec un vaste programme de formation, le PIA Perfect. Il y a eu un financement quand même d'État de 4 millions 6 pour justement mettre en avant le textile. Ça a donné, alors c'était sur 5 ans, ça a donné naissance à la marque employeur du textile qui s'appelle French Tex, qui aide beaucoup les entreprises à recruter, à s'identifier, à mettre en avant nos savoir-faire, à donner envie aux jeunes de venir avec nous. Donc on est présent au Mondial des métiers, on échange beaucoup avec les jeunes, on leur explique qu'il y a un vrai avenir dans l'industrie textile. Ça permet d'accroître notre activité auprès des jeunes, auprès des talents. Ça renforce l'employabilité également. Et la responsabilité des individus dans la gestion de leur parcours de formation et de leur emploi tout au long de leur carrière. Après, les nouveaux métiers. Rapidement, parce que c'est vrai, on a commencé un petit peu en retard, mais il ne faut pas qu'on le devienne encore plus. Je pense que c'est important quand même, toute la partie RSE dans sa globalité, donc des métiers qui concernent le développement durable, l'économie circulaire, le recyclage, la réemployabilité. Les métiers digitaux, j'en ai parlé, donc je passe, mais il y a aussi des métiers qui sont ancestraux et qui sont des savoir-faire qui ont été perdus dans l'industrie textile. Et là, maintenant, on doit considérer qu'en fait, ça redevient des nouveaux métiers. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On voit bien que les collectifs s'élargissent en amont, en aval, avec d'autres acteurs, peut-être des acteurs qui vont aussi prendre des déchets textiles dans d'autres filières, et que ce travail de travail du collectif, en fait, ce travail du collectif, il est particulièrement important pour la suite de la santé des filières dans chaque région. Merci beaucoup à vous deux. On les applaudit. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!